Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer ce live. Donc, bienvenue à ce Facebook en direct sur prendre soin de sa santé mentale lorsqu'on est touché par un trouble neurocognitif. Donc, on le sait, le parcours avec la maladie d'Alzheimer peut amener à vivre du stress, à se sentir dépassé, isolé et aussi à vivre de l'anxiété ou même de la détresse. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet important, prendre soin de soi, qu'on soit une personne qui vit avec un trouble neurocognitif ou une personne proche aidante. Nous avons aujourd'hui avec nous Shalisa Kapadei, qui est infirmière premier lien à la Société Alzheimer du Suroît. Bonjour Shalisa. Merci Lorraine. Et Bonjour tout le monde. Encore. Et donc, on va discuter ensemble des stratégies et des solutions que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous. Et on va aussi vous parler des ressources qui peuvent vous aider et des services qui peuvent vous aider. Donc, je vous rappelle que tout au long de ce direct, vous pouvez nous poser vos questions par écrit en commentaire. Et je surveillerai ça tout du long du direct et je partagerai vos questions à Shalisa. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour commencer, Shalisa, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton rôle à la Société Alzheimer du Suroît? Oui, je viens de me renommer sur Zoom aussi pour clarifier que je m'appelle Shalisa Kapadei. Je travaille à la Société Alzheimer du Suroît. Donc, moi, je suis l'infirmière premier lien. Je travaille surtout dans les services de conseil et de formation. Donc, je suis conseillère auprès des personnes atteintes, comme pour les proches aidants. Je coordonne des groupes de soutien, encore pour les personnes atteintes et pour les proches aidants. Et je fais la formation pour les aidants ainsi que la formation professionnelle. Donc, pour donner une idée de tous nos services, comme j'ai dit, notre service de conseil, c'est un service d'écoute, mais aussi une qu'on va vous aider à vous trouver des stratégies sur les différents défis que vous rencontrez, trouver des informations, démystifier la maladie. Souvent, après le diagnostic, on a souvent quelques questions qui restent. On est là pour passer à travers. On a les services, comme j'ai dit, de groupes de soutien et donc la discussion générale ainsi que les formations pour les proches aidants, qui est un contenu plus spécifique qui se donne en série de 5 semaines où on fait le tour de encore comprendre la maladie, préserver l'autonomie et comprendre la progression, les stratégies de communication, reconnaître et gérer les changements de comportement, assister la personne dans ses activités de vie quotidienne, toujours encore sous-entendu qu'on peut favoriser l'autonomie au long du parcours et encore une semaine sur justement se préserver comme proche aidant. Donc, si ce n'est pas assez aujourd'hui, vous pouvez toujours nous revenir plus tard. Ensuite, nous avons les services de répit. Nous avons un service et plusieurs sociétés Alzheimer ont des services de répit. Pas toutes, mais si jamais ce n'est pas votre société régionale qui le donne, ils peuvent quand même vous donner une idée d'où en chercher. Nous, on a un service de répit à domicile qui est une fois par semaine, un bloc de 4 heures, où c'est vraiment une accompagnatrice qui va visiter une personne à domicile, prendre du temps avec elle, aider à trouver des activités qui sont stimulantes pour elle, en même temps que d'offrir un répit aux proches aidants. Donc, c'est très important pour nous qu'on regarde même les services de répit comme quelque chose qui est un service pour le proche aidant, mais aussi la personne atteinte. Donc, nous avons aussi un centre d'activité pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, nos haltes répit. Nous avons 3 dans notre région. Comme j'ai dit, c'est des services qui peuvent exister dans différents endroits. Donc, on vous encourage, peu importe votre besoin, peu importe où vous êtes rendu dans votre parcours, de contacter peu importe où est votre région, de contacter votre société Alzheimer locale. Donc, j'espère que ça donne une petite idée, mais c'est sûr qu'on peut élaborer au cours de la session. Oui, merci Shalisa. On me dit que l'image est gelée pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à faire un petit refresh sur votre écran pour relancer la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire F5 et cela relancera sans doute la vidéo. Dans ton quotidien, tu parles souvent à des personnes vivant avec la maladie et à leurs proches qui traversent des situations
de bouleversement, par exemple, lorsqu'ils viennent de recevoir un diagnostic. Quels conseils tu leur donnes dans ces cas-là pour les aider? Bien, premièrement, on veut encourager les personnes de reconnaître qu'ils n'ont pas à le faire seuls, qu'on est personne atteinte ou proche aidant. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Et parfois, il y a un défi en parler avec notre entourage, surtout tout de suite. Donc, on vous encourage quand même d'appeler la Société Alzheimer. On peut vous aider encore à démystifier qu'est-ce que ça veut dire, votre diagnostic. Parfois, on a un petit 15 minutes avec le médecin et on est en choc là au début. Et c'est seulement après qu'on commence à remuer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça a l'air quoi la progression? Je vais avoir l'air de quoi dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va être notre vie? Donc, nous, on peut vous aider à vous outiller tout de suite, même si vous n'avez pas un besoin immédiat pour un groupe de soutien ou un service de répit, vous êtes en tout début de maladie, on peut quand même vous dire qu'est-ce qui existe afin de vous donner les outils dès le début pour que le jour que vous en avez besoin, on n'est pas en train de démêler c'est quoi les outils, les ressources dans notre région lorsqu'on est en moment de crise, lorsqu'on est déjà épuisé et en burn-out. Donc, on vous encourage, numéro 1, de venir faire contact avec nous. On est là vraiment pour faire un suivi au cours des années de la maladie. Encore, on aide les personnes à passer à travers les inquiétudes. Encore, moi, une première consultation, là, je vais vraiment poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que vous avez compris de votre diagnostic? Où est-ce que vous êtes là-dedans? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vont moins bien? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Et puis ensuite, on peut regarder comment on va combler. OK, vous avez besoin d'un petit peu d'aide à comprendre qu'est-ce que ça fait, votre médicament. Vous avez besoin d'un petit peu d'aide parce que vous avez de la misère à dormir le soir. Là, il y a beaucoup de choses qui affectent. Vous vous sentez isolé, vous avez lâché vos activités, etc. Donc encore, on est là vraiment pour faire démêler le diagnostic avec vous, répondre à vos questions et ensuite vous aider à reprendre le contrôle. Parce que le gros conseil que je donne, le gros message que j'essaie de donner à toute personne qui vient, c'est que votre vie n'est pas terminée avec la maladie d'Alzheimer. Ça finit pas là. On a encore une vie à vivre. On peut encore avoir une belle qualité de vie, peu importe où on se rend. Et même là, on ne sait pas comment ça va progresser. Il y a beaucoup d'inconnus, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et de potentiel. Donc, on est là aussi pour vous aider à vous équiper avec des informations sur comment nous préserver notre autonomie, préserver la santé du cerveau, se préserver aussi, pas juste la personne atteinte, mais le proche aidant, s'outiller pour mieux connaître comment gérer les différents changements qui surviennent avec la maladie. Donc, il y a quand même, oui, une adaptation à faire, mais c'est une adaptation qui se fait. Merci, Chalisa. Reprends nos questions. Quels sont les services qui sont plus faits à la Société Alzheimer pour les personnes qui vivent avec la maladie et qui traversent des difficultés ou qui ont besoin de parler de tous les petits deuils qu'ils vivent dans leur vie? Donc, c'est ça. Nous, on a vraiment un groupe de soutien qui sont pour les personnes en stade léger qui cherchent leur poste d'information et parler avec d'autres personnes atteintes. Et c'est un service que j'encourage beaucoup dans mon travail parce que il n'y a rien comme parler avec une autre personne atteinte pour un petit peu normaliser dans le sens de, tu sais, parfois on n'est pas sûr, mais c'est quoi ce vécu-là? Est-ce que je le vis comme il faut? Est-ce que je suis plus hypothéquée qu'une autre personne? Donc, parfois, juste parler avec une autre personne, ça normalise un petit peu. Ben oui, moi aussi, je vis ça. Moi aussi, je peux bloquer dans mes mots. Surtout pour les problèmes. Un gros bienfait que je vois dans le groupe de soutien, c'est parce que oui, on va partager des informations, on va parfois faire une activité, parler de la santé du cerveau, les choses comme ça. Mais le plus gros positif, c'est juste d'avoir un dynamique libre, sans peur que les gens vont remarquer si je me perds dans mes mots, je me bloque dans mes mots. Et parce que la grosse conséquence de cette maladie-là, la grosse conséquence négative, c'est l'isolement. Pour les personnes proches aidants aussi, mais on va revenir à eux, mais surtout pour les personnes atteintes. C'est de s'isoler parce que, si je commence à avoir des difficultés, je ne veux pas que les gens remarquent, je ne veux pas que les gens remarquent, mais
perte et voir combien je suis changée. Tu sais, je me sens coupable de demander les gens à toujours se répéter, ça doit être fatigant. Mais quand on vient dans le groupe de soutien, tout le monde ensemble qui vit plus ou moins, peut-être pas exactement la même chose, mais quelque chose de semblable, mais c'est plus une grosse différence. Tu sais, on voit que quand je suis à l'aise, on voit que même les personnes qui commencent à avoir des troubles de communication plus importants, combien leur discours est fluide et naturel parce qu'ils n'ont plus le stress de « Ah, les gens sont en train de me juger ». Il n'y a pas de jugement dans cet espace-là. Parce que même si j'oublie, je suis en train de dire quelque chose et oups, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, tabarouette, mais ça m'arrive aussi. Ah, mais c'est donc bien fatigant. Ah, je sais ce que tu veux dire. Ah, mais ça va vous revenir dans un petit peu. Et c'est tellement dédramatisé. T'sais. Donc, tu sais, parfois, on va parler du deuil aussi dans un petit peu, là, mais vraiment, toutes les conséquences de cette maladie-là sont vraiment frappées fort par cette première conséquence de s'isoler. Encore. Et oui, parfois les gens ils sont moins sûrs de venir à un groupe et on a quand même des conseillères. Et tu sais, si vous préférez parler un sur un, tout le monde a son propre style. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais comme infirmière, comme quelqu'un qui travaille à la Société Alzheimer depuis 7 ans maintenant, là, je vois la différence qu'on peut enfin juste parler librement, sans peur de jugement. Et on a du fun, là. Ce sont de bons gangs là, dans les groupes de soutien. Donc, en tout cas. J'ai aussi mentionné tout à l'heure que parfois, ça peut être difficile d'en parler avec notre entourage. Tu sais, on trouve pas les mots pour le dire et parfois, justement, les groupes de soutien, ça nous aide à pratiquer le partage, à parler de notre expérience, à exprimer nos besoins. Parce que quand on est dans une atmosphère encore confortable, à l'aise, que d'habitude, si moi je parle d'un besoin ou d'un défi, quelqu'un d'autre est en train de le vivre, là, ben, ça m'aide là, à comme, tu sais, déstresser. C'est-tu le bon mot? Enlever le stress, enlever l'inconnu un petit peu et normaliser pour moi de parler de ces choses. Ce qui peut ensuite m'aider à en parler avec mon entourage, ma famille, mes proches. Et ça, c'est quelque chose d'autre que je veux souligner. Moi, encore, on n'a pas besoin d'en parler avec tout le monde qu'on connaît le lendemain du diagnostic. C'est sûr. Mais en général, on encourage les personnes d'être ouvertes sur leur diagnostic parce que d'habitude, les personnes autour de nous, qu'on voit que, tu sais, parfois on remarque que mes amis, là, ils savent pas sûr, ils sont pas sûrs, là, comme ils savent pas quoi dire. Mais tu sais, parfois, d'habitude, les gens, ils veulent nous aider, ils veulent nous accompagner, mais ils ont peur de faire le mal. Tu sais, ils ont peur de dire la mauvaise chose. Donc, quand nous, on soutire, on est aussi en train de nous apprivoiser d'outils pour les autres. Donc, parfois, les gens, ils veulent nous aider, ils ont juste besoin d'aide à savoir comment. Donc, on est bien connecté maintenant, tout marche bien. Tout le monde nous dit bonne Tout nouvelle. le monde me voit bouger, là? Je suis Oui. une personne très animée, là, donc vous allez voir. Oui. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions. Donc, je regarde vos commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions. Shalisa, on sait qu'être une personne proche aidante, ça peut être gratifiant et enrichissant parce qu'on prend soin d'une personne à laquelle on est attaché, mais on sait aussi que c'est bien souvent source de stress et de fatigue. Et quels signes doivent alerter la personne proche aidante qu'il est temps qu'elle aille chercher du soutien d'après toi? Oui. Et premièrement, juste pour encore dire que toute personne proche aidante a du stress. Si vous êtes proche aidant et vous vivez du stress, ce n'est pas juste vous. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Je dis toujours dans les ateliers, si c'était évident, là, il n'y aurait pas de Société Alzheimer, il n'y aurait pas de CLSC, il n'y aurait pas tous ces organismes communautaires pour vous aider. Donc, être proche aidant, là, ça a ses défis. Et encore, on peut normaliser que vous n'avez pas à le faire seul. Les services sont là pour vous aider, pour en prendre davantage aussi. Mais oui, tu sais, quand on parle du stress chez le proche aidant et l'épuisement, le burn-out, c'est réel, là. Et ça affecte encore plus les proches aidants de personnes avec troubles cognitifs tels que l'Alzheimer que d'autres genres de proches aidants qui assistent quelqu'un plutôt avec un problème physique. Donc,
de quoi ça a l'air, l'épuisement, le burn-out, le stress? Ben, pour moi, celui qui est le plus mortel, et si vous le vivez, vous nous contactez tout de suite, c'est la fatigue et le manque de sommeil. Quand on commence à manquer de sommeil, ça nous affecte dans tout. Un stress chronique, là, ça commence à nuire à notre énergie pour que j'ai moins d'énergie le jour, mais toutes les anxiétés sont en train de sortir le soir. Tu sais, donc, j'ai aucune énergie et aussi aucun repos. Donc, on est vraiment dans une phase statique, là. C'est ça le stress chronique. Tu sais, parfois, on a des gros sentiments d'impuissance. Parfois, on tombe malade plus souvent. On se sent désespéré. On s'isole parce que peut-être que encore, moi et mon proche, ça devient plus difficile de sortir ou encore, je ne veux pas imposer, demander de l'aide aux autres. Là. Donc, encore, ça, c'est dangereux quand on commence à couper nos liens, pas exprès, là, mais juste parfois, juste par faute d'avoir un manque d'énergie. On a aussi la frustration et parfois même la colère. Et c'est là que les gens commencent à se culpabiliser. C'est parce que je suis déprimée, je suis en colère et je suis en colère vers moi, je suis en colère contre mon proche. Mais c'est des sentiments qui sont naturels. Quand on parle du deuil en général, le deuil, une partie du deuil, c'est la colère. C'est être frustré avec notre situation. Et tu sais, parfois, j'entends dire les proches aidants que j'ai l'impression qu'il faut toujours être patient, mais je n'ai pas de patience qui reste. Mais c'est normal. Tu sais, nous ne sommes pas un puits sans fond. Il faut nous ressourcer à quelque part. Là, il faut avoir un break à quelque part. Donc, c'est l'importance d'avoir une pause de temps en temps. Donc, encore, voilà où les services deviennent critiques. Les services, ça existe pour une raison. Tu sais. Ça a été créé parce que, encore, vous n'êtes pas le seul qui est en train de vivre la dépression, le stress. Il y a plusieurs personnes qui vivent là. Donc, soyez pas gênés. Consultez encore votre société locale là, pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à alléger les conséquences de la maladie. Un sujet dont on entend souvent parler, c'est le deuil blanc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et qu'est-ce que ce seraient tes conseils pour mieux vivre le deuil blanc? Donc, en général, on parle d'un deuil blanc quand on a tendance à parler du deuil plus quand il y a un décès dans notre entourage. Le deuil blanc, c'est quand on vit un changement tellement bouleversant, mais c'est pas parce que la personne est décédée, c'est parce qu'elle est changée, tu sais. Donc, ça, c'est comme une définition générale. Les personnes atteintes aussi peuvent vivre un deuil avec ça parce que, encore, j'ai rien perdu de physique, mais ma vie, mon dynamique de couple, ma relation mère et fille ou père et fils ou père et fille, etc., tu sais, c'est irréversiblement transformé. Donc, c'est par exemple, pour la personne atteinte, je peux vivre un deuil parce qu'avec cette maladie-là, avec des pertes avec mes capacités, là, que ce soit ma mémoire, mon langage, mon attention, ma capacité de faire mes propres impôts, là, ça blesse mon sens d'identité. Et je suis en train de perdre, quand on parle de perte d'autonomie, bien, enfin, c'est la perte d'indépendance. On peut perdre notre permis de conduire avec ces maladies-là. Et ça, c'est un gros exemple de gros deuil que je rencontre au quotidien dans mon travail. Tu sais? Parce qu'il faut penser aussi qu'on n'a pas toujours tous les services pour en compenser. C'est pas tout le monde qui a un lift non plus. Mais même si vous avez quelqu'un pour vous conduire, ben encore, je répète ce que disent plusieurs de mes clients, j'ai perdu le privilège, l'option de quand je veux sortir juste moi tout seul, prendre du temps pour moi, là, ou quand je me sens en tension, je peux plus aller juste me conduire là où je veux. À chaque fois que j'ai besoin de la moindre chose du dépanneur, là, j'ai besoin d'appeler quelqu'un pour venir me chercher. Ou j'ai besoin de demander à mon épouse. Donc, tu sais, c'est ça des petits exemples de deuil que, encore, ma perception de moi-même, de mon identité, de mon estime de soi, là, c'est blessé par la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en regagner. Et ça fait partie de notre travail
encore dans le service de conseil et dans les groupes, mais encore, c'est des deuils, de vrais deuils que la plupart du monde vont vivre de différentes façons. Pour les proches aidants, encore, mon rôle est différent que cette personne-là. Si on est en couple, tu sais, la personne qui est mon partenaire, ben là, ils deviennent, tu sais, ils ont besoin de plus d'aide avec les choses. Donc, quand on dit proche aidant, là, on est toujours leur proche, mais on est aussi leur aidant. On est les deux. Et parfois, c'est difficile de garder notre prise sur notre identité de proche, d'épouse, d'époux, de fille, de fils, tu sais. Et les deuils, là, on n'a pas assez de temps, là, mais les deuils qu'on vit comme enfant de la personne atteinte ou le deuil qu'on vit comme le conjoint de la personne atteinte, c'est aussi très, très différent. Donc, ça apporte les deux leur propre bagage. Donc, c'est ça. Des conseils que je donne juste pour gérer ce deuil-là, c'est d'essayer et ça semble simple, mais dire le positif à voix haute. Faut pas nier les pertes, faut pas nier la tristesse qui vient avec cette maladie-là, mais passer à travers le deuil, adapter au deuil, c'est de commencer à l'équilibrer avec le positif. Et parfois, on vit des bons moments et il faut souligner ces moments-là ensemble, encore qu'on est couple ou qu'on est père et fille, là, c'est dire, bon, ben, moi, j'ai apprécié mon temps avec vous aujourd'hui. Ah, c'était fun ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, ça fait toujours du bien sortir au resto. Tu sais? Ah, vous racontez une histoire. Ah, mais vous avez encore une bonne mémoire pour ça, là. Hey, c'est impressionnant, là. La mémoire à long terme, c'est toujours le cas. Tu sais? Donc, c'est souligner les moments, les vécus, les interactions positives. Encore, pas pour nier le négatif, mais l'équilibrer. On a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, il y a Manon Vaillancourt qui dit que quand on est proche aidant, il y a la charge mentale qui est parfois lourde à porter toute seule. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Mais encore, je vous invite parfois, encore, vous pouvez parler avec une conseillère, mais même pour les proches aidants, on a surtout parlé pour les personnes atteintes, mais parfois venir, numéro un, on vous encourage de venir à une formation pour les proches aidants où on peut quand même encore vous aider à comprendre ces maladies-là. Parfois, on se brûle parce qu'on n'a pas les bons outils ou il y a peut-être des meilleurs outils. Tu sais, parfois, on est... OK, un que j'ai entendu récemment, un aidant qui était stressé de bien faire parce qu'elle avait entendu que c'était important de stimuler le cerveau. Mais parfois, quand la personne cherchait un objet, elle le trouvait vraiment pas, mais est-ce que je l'aide, je ne l'aide pas? Donc, on peut quand même vous aider à décortiquer les différentes interactions et savoir, mais c'est comment qu'on veut assister, c'est comment qu'on veut favoriser l'autonomie, c'est comment qu'on veut trouver cet équilibre-là. Donc, les formations, c'est important pour cette partie-là, tu sais, d'avoir les bons outils. Pas qu'on n'a pas déjà de bons outils souvent. Les gens que je rencontre, là, s'il y a des proches aidants parmi vous, souvent, vous venez, vous avez déjà de merveilleux outils, de merveilleuses adaptations que vous avez déjà faites. Mais on peut toujours en ajouter à notre trousse. Après ça, je vous encourage aussi de venir au groupe de soutien qui est vraiment la discussion libre, comme on essaye de faire pendant les formations, mais les groupes de discussion, les groupes de soutien, c'est vraiment les proches aidants qui mènent. Ce n'est pas un contenu spécifique à tous les jours. C'est vraiment pour vous de venir et de partager ensemble. Parce que, encore, vous mettez... Les aidants ont tendance à mettre tout sur votre dos. Ah, j'ai besoin de le faire seul. Là. Le partager avec quelqu'un, ben, je ne veux pas parler de mon proche comme c'est un fardeau. Votre proche n'est pas un fardeau, là, mais la maladie, là, elle entraîne de méchants défis parfois. Donc, on est là pour naviguer ensemble, mais encore, on a parlé de remplir notre boîte, notre trousse d'outils. Parfois, en rencontrant d'autres proches aidants, là, vous allez apprendre encore normaliser que vos sentiments sont normaux, sont valides. Et aussi voir que, dans les groupes de soutien, je n'ai pas juste beaucoup à prendre des autres proches aidants, mais parfois, j'ai aussi beaucoup à partager aussi. Et encore, pour les proches aidants aussi, parlez de vos besoins avec votre entourage. Parfois, il y a des personnes dans la famille qui sont plus éloignées. Parfois, il y a des membres de famille qui ont des petits-enfants et on est comme, on ne veut pas les déranger. Mais quand on a vraiment, au lieu de les protéger, d'habitude, ils ne veulent pas être protégés,
Ils veulent savoir, mais c'est quoi nos besoins parce que c'est quoi que je peux aider avec. Donc, il y a toujours le proche aidant principal, mais d'habitude, il y a d'autres proches aidants dans la vie de la personne. Donc, quand on commence à avoir ces sentiments-là, c'était quoi les mots que la personne s'est servi, Lorraine? Le Elle sentiment parlait de de charge mentale qui devient charge mentale. C'est ça. Tu sais, on n'a pas le garder tout juste pour une personne. C'est surtout s'il y a des personnes dans votre entourage, d'habitude, ils veulent savoir comment aider. Donc, oui, parfois, j'ai un différent corps de travail, là, où je travaille de nuit, ça peut être difficile, mais mes week-ends sont un petit peu plus libres. Donc, peut-être que, tu sais, le charge mentale, ça vient de toutes les tâches qu'on a besoin de faire. Quand on est proche aidant, il faut s'occuper de tous les rendez-vous médicaux, toute l'épicerie, tout le ménage, toute la cuisine à un moment donné. Là, ça dépend. Tu sais, les personnes en stade léger, d'habitude, peuvent continuer de cuisiner pour eux-mêmes, là, mais je peux commencer à avoir besoin d'un petit peu plus d'assistance. Donc, le rôle du proche aidant, les responsabilités du proche aidant, là, sont toujours en train de grandir, d'accumuler. Donc, tu sais, reconnaître que, tu sais, moi, j'ai une tête et un corps là, pour vivre une vie. Et même ça peut être difficile parfois. Hey, tout le monde, là, vivre une vie, c'est-tu difficile parfois? Pas évident. Lorsque j'ai besoin de vivre deux vies, là, wow, OK, encore, là, je ne suis pas un puits sans fond. Ça prend de l'aide à quelque part. Donc, encore, il y a les services pour ça. Mais tu sais, parfois, quand on dit j'ai besoin de l'aide, c'est nébuleux. Quand on dit à un membre de famille ou un voisin avec qui on est proche que je pourrais avoir besoin d'un petit peu d'aide pour l'épicerie. Ou si vous pourriez prendre monsieur pour aller faire un café aujourd'hui, faire une activité pour vous, ben ça me donnerait une chance pour prendre un petit peu de temps pour moi. Que même quand on s'aime beaucoup dans un couple, là, et j'ai dit, c'est important, même avec la maladie, de conserver de belles activités qu'on peut faire ensemble. Mais même les couples les plus fusionnels, d'habitude, on a besoin d'un petit peu de distance, là. On peut adorer notre chum, mais être un par-dessus l'autre tout le temps, tu sais, Alzheimer ou non, là, ça va commencer à nous affecter. Donc, j'ai besoin d'un petit peu de choses qui appartiennent à moi. Donc, encore, pour le charge mental, partagez-le. Tu sais, on peut le diminuer en le partageant. Merci, Chalisa. On a Mylène qui nous partage une situation où la personne atteinte, en fait, elle est devenue un peu l'ennemie de la personne atteinte dans ses mots. Elle dit que la personne atteinte lui reproche tout et tout est de sa faute. Comment est-ce qu'on peut gérer une situation comme ça quand on est proche aidant? Et ça fait partie de tout le problème de la relation change beaucoup quand on est proche aidant. Oui. Donc, numéro 1, tu sais, on enlève l'Alzheimer de ça, là. On est toujours un petit peu plus sévère, un petit peu plus demandant avec notre proche, hein? Tu sais, que ce soit notre conjoint, un enfant, là, tu sais, le plus que je suis à l'aise avec la personne, le plus facilement, là, que je peux montrer des émotions négatives. Donc, il y a un petit peu de normal dans ça aussi. Si on trouve que là, on a vraiment des confrontation, tout est un conflit, tout est la dispute. Là. Il faut commencer à choisir nos batailles. Donc, tu sais, parfois, on peut vous aider encore, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu sais, parfois, on ne sait pas quand. Tu sais, on veut tellement aider, tu sais, on veut tellement s'occuper de tout, mais la personne, peut-être, elle n'est pas prête pour accepter toute notre aide non plus. Et surtout, si la personne préserve encore un petit peu d'autonomie, là, ça se peut qu'il y a des choses qu'elle n'a pas besoin, ou même si elle a besoin, là, ben, encore, elle aussi est en train de faire son deuil. Et c'est quoi une grosse partie du deuil? Le déni, tu sais, ou vouloir, le marchandage, vouloir tenir encore à notre sens d'identité, tu sais. Donc, tu sais, il y a du normal dans ça, tu sais, même si on a de l'Alzheimer, on a toutes les émotions de deuil que toute personne dans n'importe quel deuil vivrait. Donc, c'est correct de donner de l'espace parfois. Il y a des choses que, pour le bien de la personne, parfois, à cause de sa maladie, elle a la difficulté à reconnaître la nécessité peut-être de telle chose. Mais on peut vous aider à passer à travers, mais qu'est-ce qui est possible? Un piège que je vois parfois, c'est qu'on essaie d'expliquer à la personne atteinte tout le temps que mais tu as perdu, mais tu te répètes. Tu as perdu un objet, tu te répètes, c'est à cause de ta maladie que tu as besoin d'aide. Et j'ai eu un client une fois qui a dit, là,
je sais que j'ai de l'Alzheimer et c'est pas toujours le cas. On va revenir à ça. Mais j'avais un client qui reconnaissait qu'il avait l'Alzheimer et j'étais comme, moi, là, qu'on me dit tout le temps que j'oublie, que j'ai besoin d'aide, que je répète, tu sais, ça m'écoeure, ça me fatigue. J'ai pas besoin de l'entendre tout le temps. J'ai une autre cliente qui dit, moi, je ne peux pas me voir comme Alzheimer. Je sais que j'ai fait des troubles de mémoire, mais je ne peux pas le voir comme l'Alzheimer. Tu sais? Mais si on parle de mes oublis, tu sais, ça passe, tu sais, je comprends que je fais des oublis, mais encore mieux, dire que, disons, que la personne a besoin d'aide, aller chercher de l'épicerie ou des vêtements ou quelque chose dans son magasinage, au lieu de dire, mais j'ai besoin de vous aider, tu sais, je vais aller avec vous parce que vous avez besoin d'aide. Ah, mais ça serait le fun de faire notre épicerie ensemble, sans confronter que c'est à cause de nos pertes. Donc, parfois, on peut quand même compléter la tâche sans, tu sais, confronter la personne avec la nature de ses pertes. Donc, encore, je ne connais pas votre situation exacte, mais encore, c'est pour ça qu'on est là, parler vraiment en détail de votre situation. On a le temps pour vous, là. Une consultation en moyenne, c'est 1 heure, là, et ça peut même être plus, là, si vous avez besoin de plus. Donc, tu sais, on va prendre le temps avec vous de vraiment décortiquer. OK, c'est quoi les défis? Pourquoi qu'on est tombé dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il y a des moyens d'adoucir notre approche pour la personne? Et encore, pas parce que les proches aidants font mal. Mais tu sais, nous, nos cerveaux, ils n'ont pas de l'Alzheimer, là. Donc, ça prend du temps, ça prend de la pratique pour s'adapter, tu sais, aux changements qui viennent avec la maladie. Donc, on est là pour vous, pour faire tout ce trajet-là. Donc, n'hésitez pas à téléphoner à votre société Alzheimer, à prendre un rendez-vous pour une consultation. On a aussi... services sont gratuits, là, ça fait pas mal. Ça fait littéralement rien perdre. On a aussi une question de Isabelle qui travaille dans une résidence pour aînés et elle se demande comment puis-je outiller le mieux possible les proches aidants et les résidents. Qu'est-ce que vous proposez comme approche? OK. Outiller. Donc, c'est sûr que même quand la personne s'en va en hébergement, le proche aidant a encore un énorme rôle. Donc, de base, c'est juste de souligner ce rôle pour le proche aidant au proche aidant parce que c'est eux qui vont venir avec le plus d'informations sur votre nouveau résident aussi. T'sais? Donc, vraiment les aider à préserver leur lien de famille. Justement, quand j'ai des clients qui sont en train de transitionner vers l'hébergement, les soins à longue durée, on parle de, tu sais, que, encore, on est proche et aidant, tu sais, et parfois le rôle d'aidant commence à dominer. Souvent, le rôle d'aidant commence à dominer et on ne voit que notre rôle d'infirmière dans ma propre maison. Mais tu sais, les infirmières, les préposés, tout le monde qui travaille en résidence, là, ben, à un moment donné, le shift fini. Ils peuvent rentrer à la maison, ils prennent un break. Quand on est infirmière 24 heures sur 7, là, c'est sûr qu'on se brûle. Donc, tu sais, on parle de reconnaître que quand je vais, que ça soit prendre des services à domicile ou ensuite aller en centre d'hébergement, c'est un autre outil que je suis en train de prendre. Et c'est un outil qui va m'aider à réduire mon rôle d'infirmière et reprendre un petit peu mon rôle comme proche, encore comme femme, comme fille à cette personne-là, tu sais. Parce qu'il faut, oui, on est aidant, mais on est premièrement toujours le proche de la personne. Donc, souligner cette relation-là, favoriser cette relation-là, laisser savoir au proche aidant qu'il est toujours important, qu'il a toujours sa place ici, qu'elle n'est pas dans nos pieds, là, elle n'est pas dans nos pattes, elle ne dérange pas en étant ici, parce que là, c'est ça l'affaire, les centres d'hébergement, ça devient la nouvelle maison, une extension de la maisonnée de cette famille-là. Donc, commencer à vraiment voir ça comme un milieu, vraiment un milieu de vie et pas un milieu de soins. Merci. On a Louise qui nous partage une situation où elle a une personne de son entourage qui a été proche aidante auprès de sa mère, mais qui est épuisée et sa mère a été placée en hébergement. Et Louise se demande comment elle peut aider cette personne parce qu'elle se sent très coupable. Aider la proche aidante, OK, oui. Donc, c'est ça. Moi, on voit ça beaucoup, là. On allait parler
des émotions qui peuvent prévenir les personnes à accepter des services ou l'hébergement, les choses comme ça. Donc, c'est peut-être un bon moment de commencer à en aborder. Tu sais, quand une personne, tu sais, c'est normal de se sentir responsable pour notre proche. Ça vient d'amour. La culpabilité, ça, c'est pathologique. Ça, c'est une maladie. Tu sais, ça, c'est lorsque le stress, il prend trop de place, là. Parce qu'on ne peut pas se culpabiliser pour une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est pas nous qui avons donné cette maladie-là à notre proche, tu sais. Et c'est ça, il faut séparer que oui, je veux être présent pour mon proche. Je veux être avec eux, tu sais. On reste famille ou peut-être amis, là, tu sais. Il y a des proches aidants qui sont pas famille, là, tu sais. Donc, pas pour vous exclure. Mais, tu sais, nous avons encore notre relation avec cette personne-là. On veut être là pour eux. Et ça, oui, on vous encourage. Vous avez toujours une place auprès de cette personne-là. Mais il faut reconnaître que la réalité de la maladie, à un moment donné, là, c'est comme regarder ça comme des médicaments. Parfois, on a des maladies qui demandent un médicament pour traiter. L'Alzheimer, ça prend de main-d'œuvre. On ne peut pas le faire seul à la maison. Même dans tu sais, c'est une minorité de cas que la personne reste vraiment seule à la maison jusqu'à la fin de la maladie, là. Mais ça prend beaucoup de services. Et d'habitude, moi, quand je vois ça, là, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes dans la maisonnée, pas juste un proche aidant. C'est peut-être un couple qui habite avec leurs enfants et leurs beaux-enfants. Et même là, c'est difficile et ça prend beaucoup de services. Et la réalité, c'est que donner autant de services que ça à domicile, là, c'est pas toujours possible. Donc, tu sais, l'hébergement, ça devient, c'est pas pour encore respecter le deuil. Tu sais, à la fin de la journée, c'est tragique, cette maladie-là. C'est pas comme ça qu'on aurait voulu penser. D'habitude, c'est pas le plan A pour tout le monde de finir leur vie en centre d'hébergement. Donc, la tristesse, le deuil, c'est valide. Mais c'est nécessaire. Pas parce que vous, comme aidant, vous n'avez pas fait assez longtemps, pas parce que vous n'avez pas fait assez. D'habitude, les personnes qui se sentent coupables, c'est parce qu'ils ont tout donné. Si je me questionne, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, là, c'est parce que c'est pas évident ce que vous auriez pu faire de plus, parce que vous l'avez déjà tout fait. C'est la maladie qui a provoqué ça, pas vous. C'est pas une faillite personnelle, c'est une maladie qui peut être vicieuse. Et en passant sur ton expérience, est-ce que les personnes viennent consulter assez tôt aux sociétés Alzheimer dans leur parcours quand elles ont besoin d'aide ou est-ce qu'elles viennent lorsqu'elles sont déjà très épuisées? Donc, non. D'habitude, ben, ça va ensemble. La plupart des personnes aujourd'hui ne se font pas diagnostiquer en début de maladie. C'est seulement comme 50% des personnes qui se font vraiment diagnostiquer en stade léger, en début de parcours. Et c'est ça l'affaire, donc c'est une manque de reconnaître les premiers signes, mais ça, c'est toujours en train d'améliorer. Le public en général, là, la communauté médicale, on devient de plus en plus précis et raffiné à détecter les maladies dans leur stade précoce, leur début. Ensuite, parfois, on reçoit le diagnostic, mais je ne sais pas qu'est-ce qui existe dans ma communauté. C'est quoi les ressources au juste? Je pense que la Société Alzheimer, c'est une ligne d'écoute, mais je ne reconnais pas que c'est aussi de la formation. C'est des conseils concrets, que c'est les services de répit, que on peut vraiment vous donner un service tangible à chaque semaine, que c'est tout gratuit. Et même en passant, si jamais il y a un service, une ressource que vous cherchez, mais vous pensez que c'est pas nous qui le donnons, on va quand même vous pointer dans la bonne direction. D'habitude, on a une bonne idée de ce qui existe dans notre région, dans nos communautés. Et par exemple, les papates roulantes, les services de transport, tout ça, là, on a une idée de où vous envoyer pour ça, même si nous, on ne le donne pas. Mais en tout cas, donc, c'est ça. L'avantage de se faire diagnostiquer tôt, de connaître les services tôt, c'est qu'on est capable de mieux digérer. Donc, on a parlé déjà de l'hébergement et tout ça, là. Et oui, il y a des deuils avec cette maladie-là. Ça peut être tragique, ça peut nuire à nos capacités, mais nous, encore, on croit à préserver l'autonomie le plus possible, la qualité de vie, toujours, peu importe où sera à la maladie, tu sais, mais ça prend les bons outils, tu sais.
et que l'outil soit un service à domicile ou le centre d'hébergement, c'est ça qui va vous aider à préserver une qualité de vie, à vous préserver comme personne atteinte, comme personne proche aidante au long de la maladie. Donc, tu sais, parfois, j'ai parlé un petit peu de personnes et je l'entends souvent, la personne ne sent pas voir ses pertes. Et ça, c'est pas pour rentrer dans tout un cours de neurologie, mais ça peut faire partie de la maladie. Je ne vois pas combien c'est sévère, mais c'est lorsqu'une personne, si on fait la différence entre la personne qui se fait diagnostiquer en début de maladie, où ces troubles cognitifs sont quand même minimes encore, j'ai beaucoup plus de temps, pas juste pour comprendre, poser mes questions et voir que mais la maladie d'Alzheimer, c'est pas juste une sénilité, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est la démence versus un trouble neurocognitif et qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, il y a des apprentissages à faire d'habitude. Si on ne travaille pas dans les milieux, là, on n'a pas toujours toutes les connaissances au monde. Donc, tu sais, numéro 1, comprendre qu'est-ce que c'est ma maladie pour ensuite encore m'outiller moi, outiller ma famille, planifier mon avenir, faire certain que, si c'est ça la réalité de la maladie, je ne sais pas si je vais me rendre à la fin. Tu sais, on ne sait jamais dans la vie, tu sais. Je ne sais pas combien d'années qu'il me reste, je ne sais pas ces choses-là. Mon plan A, c'est de vivre le plus autonome possible, le plus longtemps possible, c'est sûr. Mais mon plan B, connaissant cette maladie-là et comment ça peut progresser, si je vais en centre d'hébergement, c'est lequel que je voudrais? C'est qui je voudrais m'occuper de mes biens? C'est qui que j'ai confiance que si jamais je développe un cancer, mais j'ai de la misère à en discuter, à comprendre c'est quoi? C'est lequel de mes enfants qui me connaît le mieux pour cette partie-là? Et l'autre enfant que, tu sais, il y a plus la tête pour les finances et tout ça. Donc, je fais plus confiance pour cette partie-là. Encore, c'est pas pour avoir des conversations morbides, c'est pour nous équiper comme famille, comme unité. Donc, le plus tôt que je suis outillée pour comprendre mon diagnostic, pour aussi, encore quand on comprend la progression, là, il y a des choses, il y a beaucoup de potentiel pour ralentir notre progression, tu sais, qu'on voit dans les recherches aujourd'hui, là. Donc, même là, il y a des choses qu'on peut vous enseigner justement pour préserver votre cerveau le plus longtemps possible. Et si la maladie progresse, le jour que ça progresse, nous avons des bonnes informations, les bons outils comme famille tu sais, que moi, même si je ne peux pas m'exprimer dans le moment, mes vœux vont quand même être exprimés. Parce que j'ai donné ces informations-là, j'ai partagé ça avec ma famille. Et aussi, ça va aider à accepter les services. Quand une personne vient à notre groupe de soutien, tu sais, qui commence à normaliser que oui, ça fait du bien de parler avec tout le monde, ça fait du bien de briser l'isolement. Oui, faire des activités, ça me fait du bien, tu sais. Ça normalise un petit peu le jour que, mais là, peut-être que j'ai une perte d'autonomie, j'ai plus de misère dans mon quotidien, c'est difficile de rester seule à la maison. Tu sais, peut-être que j'ai pas toute une compréhension, mais j'ai normalisé la présence de services, normalisé, encore nos programmes de répit, c'est des programmes de répit-stimulation. On met beaucoup d'emphase sur la partie stimulation parce que c'est également autant un service pour la personne atteinte. Donc, quand la personne on a déjà cette culture de oui, j'accepte l'aide, oui, faire des activités, c'est bon pour moi, je veux protéger mon cerveau, oui, je peux faire des oublis, et oui, je vais faire des exercices pour mon cerveau. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans les services parce que souvent, il y a une culpabilité chez le proche aidant parce que la personne ne veut pas, parce qu'elle n'a jamais eu cette chance de comprendre sa maladie, on s'est isolé, on n'a pas normalisé la présence d'aide et de services. Donc là, le proche aidant, il sent et il faut défaire ces notions aussi, là, parce que le proche aidant, on parle de qualité de vie pour la personne atteinte. Le proche aidant aussi a droit à sa qualité de vie, mais on veut créer dès le début une culture que les services, c'est normal, on déstigmatise ça, là, et le proche aidant n'a pas à se sentir coupable parce qu'elle trahit la personne, parce que la personne ne veut pas du monde chez elle, là, parce qu'elle ne reconnaît pas ses parents. Est-ce que c'est clair qu'est-ce que je veux dire? Donc, vraiment, dès le début, connaître notre diagnostic, les services, tout ça, ça nous aide à long terme, tout au long. Le plus tôt, le mieux.
Et pour conclure, Shalisa, ce serait quoi tes 3 conseils que tu donnes le plus souvent et que tu aimerais que les gens prennent avec eux après ce direct, donc pour les personnes proches aidantes, pour les aider à améliorer leur qualité de vie? Ce serait quoi tes 3 OK. plus importants conseils? Donc encore, numéro un, et je sais, je me répète, ne vous isolez pas. Tu sais, encore, tout le monde a leur propre situation à la maison, mais ici, le service est gratuit, c'est confidentiel et on peut quand même vous donner un premier coup de main au début. Ensuite, oui, le plus possible, prenez avantage des services. Parfois, on a l'idée que pour prendre un service de répit, il faut être à bout. C'est juste pour les personnes qui sont complètement épuisées. D'habitude, les proches aidants, on est plus épuisés qu'on pense, là, parce qu'on a tendance à être stoïques, les Québécois. Hein? D'habitude, on est comme, oh non, je suis capable, on va te faire ça, on se débrouille. Là, oui, on est bien débrouillard, mais on n'a pas besoin d'attendre qu'on est brûlé, qu'on est à bout pour accepter de l'aide. Parce que ça prendre de l'aide plus tôt, ça va nous aider à nous préserver le plus longtemps. T'sais, au Québec, il y a beaucoup d'emphase. On souligne toujours l'importance de vouloir garder la personne à la maison, pas lorsqu'on dépasse nos limites, là, mais favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et ça fait avoir les services de façon précoce. C'est nécessaire, cette partie-là. Et ensuite, c'est encore chaque personne, c'est différent, là, mais parfois parler avec d'autres proches aidants ou d'autres personnes atteintes, là, vous n'avez pas besoin de venir à chaque réunion, à chaque semaine non plus, là, mais parfois ça peut vous aider à mettre votre propre expérience en contexte, tu sais, et à trouver encore plus de stratégies. Donc, parfois, c'est le fun de juste faire un petit coucou en groupe, là, de discuter et de vous aider à comme encore à mieux vous outiller. Merci. Merci beaucoup, Shalisa, et merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions pendant ce Facebook en direct. C'était très enrichissant de discuter avec vous. Donc, on se retrouvera le mois prochain avec Shalisa, mais pour un Facebook en direct en anglais cette fois, sur le même thème. Donc, on espère que vous serez nombreux avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez trouver votre société Alzheimer sur notre site www.alzheimerquebec.ca et vous pouvez chercher votre société Alzheimer régionale. Il y a 20 sociétés Alzheimer au Québec, donc n'hésitez pas à aller chercher des services. Je vous souhaite une bonne journée.